Et c'est parti pour cette vidéo qui ne fera peut-être pas trop de vues, mais si vous êtes là, bravo parce qu'elle est très importante et elle va vous aider. On va parler des différentes dispositions en CSS, les mises en page, les agencements, et on appelle ça un layout en CSS. Donc il y en a plein avec les différents displays, avec les différentes positions, avec les modules de positionnement comme Flexbox, Grid, etc. Et une fois qu'on les connaît bien, eh bien, on va mieux pouvoir débugger. On va produire du code de meilleure qualité et qui sera plus maintenable de manière générale. C'est-à-dire qu'il sera plus facilement compréhensible et il y aura moins de bugs et on pourra le modifier facilement, etc. Et évidemment, un des premiers layouts, c'est le block layout. C'est les éléments de type bloc. Les paragraphes, les divs, les titres, les listes. Ils vont prendre tout l'espace de gauche à droite et ils vont avoir des comportements particuliers. On va pouvoir leur changer la hauteur et la largeur. On va pouvoir changer le padding top, margin top, etc. On va pouvoir les transformer. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque layout a ses propres caractéristiques. Il va accepter certaines valeurs, certaines propriétés, et ne pas en accepter d'autres. Et il va même avoir des comportements différents suivant le type de layout. Vous voyez ? C'est ça, entre autres, qui fait que le CSS est un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous allez avoir un comportement spécial, vous n'allez pas avoir d'erreur dans la console ou quoi que ce soit qui va vous dire « Ok, là, tu as ce comportement de tatati ». Non, il va falloir les connaître. Ensuite, on a évidemment le frère des blocs, c'est les inline, on va dire plutôt les layouts les plus connus. Donc inline ici, c'est la disposition du texte et des images. Ils prennent la largeur de leur contenu et se mettent les uns à la suite des autres. D'accord ? On ne peut pas les transformer. On peut rajouter du padding top et bottom, mais ça fera un rendu un petit peu étrange car ça ne poussera pas les éléments. Ça se rajoutera comme une sorte de box shadow sans flou, un petit peu bizarre comme ça. Mais très utile donc pour afficher du texte, des spans, des liens et encore des images, même si les images sont des éléments remplacés, qui vont accepter une largeur et une hauteur, sachant que ce sont des éléments remplacés par leur contenu, c'est-à-dire leurs caractéristiques de base, la hauteur et la largeur des images. D'accord ? Et donc, ces block layout et inline layout font partie du normal layout. C'est-à-dire que, imaginez une page avec simplement de l'HTML, vous avez simplement mis de l'HTML, vous l'ouvrez sur un navigateur, ça va être le normal layout. C'est-à-dire qu'on va placer les éléments block et inline les uns à la suite des autres, les uns à côté des autres si ce sont des éléments inline. En gros, c'est la disposition de base. On appelle ça le normal layout ou encore normal flow ou flow layout. Moi, j'aime bien dire normal layout parce que du coup, ça permet de bien se repérer avec les autres types de layout. Donc, dans l'ordre, dans le flux du document, c'est-à-dire dans l'ordre du code, je vais avoir par exemple ici un titre, un lien, quelque chose ici, un paragraphe, etc., etc. C'est le normal layout, tout simplement. Ensuite, on va avoir le table layout. Alors, disposition en tableau qui était très populaire avant l'arrivée de Flexbox et CSS Grid. C'est-à-dire qu'on va forcer un élément à se comporter comme un table, un élément table HTML. Vous voyez, les éléments table sont les éléments qui permettent de créer des tableaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser table en HTML. En HTML, on peut utiliser table. Si on veut montrer des données, c'est très bien. D'accord ? On peut toujours, là je suis en 2023, on utilise toujours les tableaux, c'est très bien comme ça. Mais il ne faut pas utiliser display table pour créer des dispositions spéciales, pour résoudre des problèmes de responsive design, pour résoudre des problèmes d'accessibilité, etc. C'était une technique qui était très populaire avant l'arrivée de Flexbox et Grid, qui permettent vraiment aujourd'hui de gérer ça très facilement. Et en fait, elle apportait son lot de bugs, c'était pas maintenable, c'était pas facile à comprendre, c'était vraiment un petit enfer, quoi. C'était vraiment des solutions de fortune, on va dire. C'était vraiment des solutions de fortune. Et puis il fallait vraiment aller dans les détails, connaître des petites techniques pour faire fonctionner tout ça. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus le table layout, il est déconseillé, tout simplement. Voilà, c'est déconseillé. On n'utilise plus ce mode de disposition. Voilà. Ok, c'est bon pour ça. Donc encore une fois, je le souligne, hein, pour la disposition. Les tables éléments HTML, on les utilise encore, ça. C'est pas la même chose. Ok, très bien. On peut continuer le float layout. Alors float, ça permet, en général, on l'utilise voilà, avec une image qu'on met à gauche ou à droite. Ça va être retiré du flux de notre document ou de notre container juste ici, mais ça va rester dans le flux du texte, et le texte va s'écouler autour. Donc ça aussi, pour arriver à ce résultat, il a fallu créer un mode de positionnement spécial, c'est le float layout. Donc en général, on l'utilise pour faire ce genre de présentation. Ça vient d'une vidéo YouTube que j'ai, vous pouvez taper texte autour d'une image si vous voulez la retrouver. Voilà, donc ça sert à flotter à gauche ou à droite, on le sort du flux, mais en même temps, ça reste dans le flux du texte, voilà, pour pouvoir arriver à ce genre de choses. Voilà. Ensuite, les position layout. Alors, de base, tous les éléments sont en position statique, et on dit que si on change cette position, absolute, relative, fixed, etc., eh bien, on dit qu'ils deviennent positionnés, parce qu'ils vont se comporter différemment, ils vont avoir des caractéristiques spéciales, ils vont avoir des références à certaines choses, par exemple, au dernier parent positionné, ou encore au viewport, ce genre de choses.
Alors, à quoi ça sert les positions? Ça sert à créer des mises en page un peu spéciales, des interfaces spéciales, des composants spéciaux. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai une fenêtre modale. On appelle ça une fenêtre modale. Vous avez sans doute déjà vu ça. On clique quelque part, boum, on a une petite fenêtre qui apparaît pour se connecter, pour renseigner quelque chose, etc. Et donc ça, c'est pas mal si ça fait référence alors soit au body par exemple, soit on peut avoir une fenêtre fixe par rapport au viewport. Donc ça permet de faire des dispositions comme ça qui sont plus spéciales et donc on va en général avoir pas mal d'effets secondaires. Donc il faut bien s'y connaître quand on fait ce genre de choses. On va avoir accès aussi à d'autres propriétés, par exemple top, bottom, etc. ou encore inset ou encore z-index pour gérer l'empilement sur z et gérer aussi les contextes d'empilement, etc. Mais tout ça, voilà, c'est assez complexe, donc attention quand on utilise les positions. En général, quand on découvre position absolute, on se dit ok, c'est bon, super, je vais faire que utiliser ça partout, je ne vais que utiliser ça partout, et je vais positionner mes éléments avec top, bottom, etc. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que ce ne sera pas responsive ou pas forcément responsive, ça ne va pas s'adapter, et ce sera très dur à maintenir de manière générale. Quand on utilise une position, on sait ce qu'on fait, on connaît les effets secondaires, et du coup, on peut bien adapter tout ça. Ok, ensuite Flexbox Layout, alors ça fait partie voilà, des nouvelles dispositions, enfin nouvelles entre guillemets, ça fait quand même sans doute plus d'une dizaine d'années que c'est là, une dizaine d'années, mais Flexbox et CSS Grid qu'on va voir ensuite font quand même partie de ces modules de positionnement qui ont apporté un vent de fraîcheur dans le CSS, en fait, dans le code du CSS, dans la création d'interfaces, réactives, c'est-à-dire avec un bon responsive design qui vont s'adapter à tous les écrans. Donc la disposition qui entre en jeu lorsqu'on utilise le module de positionnement Flexbox, alors beaucoup des règles qui s'appliquent au normal layout sont modifiées. Alors c'est vrai que ça c'est, oui, j'ai bien fait de vous le dire ici avant de passer à la suite. Avec Flexbox, il faut vraiment comprendre qu'on est dans un nouveau monde, on n'est plus dans le normal layout, d'accord? Les enfants, les flex items, les items flexibles, ça ne sert à rien par exemple de changer le display. Block, inline block, ça ne sert à rien tout simplement. On dit qu'ils sont bloquifiés pour créer des nouveaux block formatting context. Bon bref, vous avez pas vraiment, on n'a pas besoin d'en parler juste ici. Ce qu'il faut savoir avec Flexbox, c'est que tout ce qui va régir en fait les enfants et même le container et comment tout ça fonctionne ensemble, eh bien ce sont des nouvelles propriétés, des nouvelles valeurs, flex direction, align self, stretch, etc. Vous allez avoir des dispositions également que vous allez pouvoir renverser donc sur les différents axes, le main axis, le cross axis. Vous allez pouvoir prendre tout l'espace avec flex grow, partager l'espace, flex shrink si vous voulez rétrécir. Voilà, il y a plein de nouvelles valeurs à apprendre. Et c'est pas juste, il faut pas penser en fait en mode normal layout, mais plus flexbox layout. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pareil. Il faut se dire, qu'est-ce que ça fait vraiment en fait quand j'utilise ces différentes propriétés et ces différentes valeurs afin de bien comprendre tout ça. Voilà. Et aussi, il y a certains problèmes qui ont été résolus avec Flexbox Layout. Par exemple, comment ça s'appelle? Les marges, margin collapsing, la fusion des marges. La fusion des marges n'a pas lieu avec Flexbox. Tout ce qui est aussi width 100%, width auto, ça va se comporter d'une manière un petit peu plus simple à comprendre. En fait, il y a plein de petits bugs ou petits comportements bizarres qui ont été résolus avec Flexbox. Et pareil avec CSS Grid. Donc CSS Grid, ça va être un mode de positionnement en grille, c'est-à-dire que dans le contenu d'un élément, on va créer une grille, on va créer différentes cellules d'une grille, et sur ces cellules, on va pouvoir placer les enfants de cet élément. Voilà. Donc ça permet parfois de faire des compositions plus complexes que Flexbox, mais il ne faut pas chercher à les mettre en concurrence. Pendant longtemps, quand j'ai vu arriver tout ça, je me suis dit, ok, alors quand est-ce qu'il faut utiliser ceci, cela? Est-ce qu'il faut pour une page utiliser que Grid ou que Flexbox? Tatati tatata. Il ne faut pas du tout en fait les mettre en concurrence. Il faut en fait proposer des solutions qui sont maintenables, qui sont lisibles, qui sont facilement compréhensibles et qu'on peut aussi modifier facilement, qui sont flexibles. C'est ça en fait. Il faut venir avec une bonne solution. Que ce soit du Grid, que ce soit du Flexbox, on s'en fiche. Que vous utilisiez Grid pour une section, Flexbox pour l'autre, on s'en fiche. Et devinez quoi? Vous pouvez aussi utiliser évidemment Flexbox dans vos items que vous avez placés dans votre grille ici. Ça se fait beaucoup et c'est très pratique. Et enfin, pour finir de vous embrouiller, beaucoup de solutions sont possibles à la fois avec Flexbox et à la fois avec CSS Grid. À vous de choisir la plus pratique ou si vous travaillez en groupe, celle que vous préférez, etc. Et une dernière disposition qu'on ne connaît pas trop en général, c'est la multi-column disposition, on va dire, multi-column layout. C'est une disposition qui permet de créer des colonnes. Voilà, ça permet de créer des colonnes. Elle est assez peu connue, assez peu utilisée, parce que, évidemment, on peut faire la même chose avec CSS Grid, avec Flexbox, mais un petit peu, c'est pas la même chose avec Flexbox, mais avec CSS Grid, on peut parfaitement faire tout ça et bien plus encore. Donc c'est vrai que c'est un mode de disposition qui existe, qui a été créé, mais finalement on lui préfère quand même CSS Grid et Flexbox. Voilà pour les différents layouts. Ça doit venir dans votre tête en fait dès que vous avez un comportement bizarre, vous devez passer en revue le layout
de vos éléments, de vos containers, de votre disposition globale en fait. Et à partir de là, vous allez vous dire, ok, c'est peut-être un comportement spécial de cette disposition-là. Je vais peut-être rechercher, tiens, qu'est-ce qui se passe, margin collapsing, Flexbox par exemple. Et hop, vous voyez que, il n'y a pas de margin collapsing avec Flexbox. Tiens, j'ai envie d'utiliser un élément en position absolute avec Flexbox. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Hop, vous cherchez. Et là, vous allez sans doute pouvoir trouver pas mal de réponses beaucoup plus facilement que juste en allant au hasard comme ça, poser des questions sans faire attention comme ça aux différents modes de positionnement, différents layouts. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je pense pas que ça va être la vidéo qui va faire le plus de vues, mais je m'en fiche un peu. Parfois, j'ai juste envie de parler de choses importantes comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à regarder la doc sur tous ces modes de disposition. Et si vous êtes courageux ou courageuse, n'hésitez pas à aller sur la doc W3C, qui est la doc officielle entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est la doc officielle. Mais disons que c'est plus des recommandations qui sont acceptées par les navigateurs qu'une doc purement intégrée à chaque fois. Bref, si vous êtes courageux, allez sur le W3C. Et essayez de lire les pages parce que certes, elles sont très détaillées. Certes, il y a beaucoup de mots assez durs à comprendre et des termes, etc. Mais une fois que vous les avez bien lus, vous allez quand même en ressortir grandi. Vous allez vraiment avoir un meilleur niveau de développement web. Voilà. Donc vous avez juste à taper CSS Grid Layout W3C. Vous vous trompez pas, n'allez pas sur le site W3 School, qui n'a rien à voir, qui n'est pas un très très bon site, mais W3C. Voilà. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez participer au concours du web, vous créez des choses et vous gagnez de l'argent si vous arrivez sur le podium. Ça se passe sur le Discord, donc en description, rendez-vous sur la newsletter également, j'envoie des articles, des infos, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.